Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau le lundi 4 décembre 2023, la plateforme des réseaux effectiers de la lutte contre le VIH-Sida a été reçue par la Commission santé de l'Assemblée nationale pour procéder à la restitution des engagements pris par la Task Force des parlementaires africains lors de l'atelier de Nairobi qui s'est tenu du 10 au 13 juillet 2023. Chers collègues, à vous également, merci. Merci de recevoir nos invités de cet après-midi. Et comme le disait justement Madame la Présidente, j'ai eu l'honneur d'accompagner la délégation à Nairobi du 10 au 13 juillet 2023. Donc, il était question à Nairobi de mettre en place une task force des parlementaires dans le cadre du plaidoyer pour le financement de la santé, le financement domestique de la santé dans nos pays. Qui dit financement domestique fait allusion à l'accroissement des budgets de santé et spécifiquement pour les trois pandémies que sont le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Sur place à Nairobi, les travaux se sont très bien déroulés. Il y a eu des parlementaires de différents pays tout à l'heure lors de leurs différents exposés. Nos invités de cet après-midi pourront donner quelques détails. Mais ce qui est important pour moi de souligner, c'est que nous aurons trois intervenants cet après-midi. Il y aura Madame Takalea Gisèle qui va prendre la parole pour nous présenter le rapport de l'atelier de Nairobi, donc les résultats de cet atelier. À sa suite, Madame Docteur Laurence Camara prendra la parole pour nous situer sur les enjeux du financement de la santé. Elle va utiliser un terme assez spécifique qui est le cofinancement. Elle aura l'occasion de vous dire pourquoi est-ce qu'on parle de cofinancement, de façon à ce que les honorables députés que vous êtes soient édifiés sur la question. Et pour finir, il y a M. Tess également qui prendra la parole pour évoquer un aspect spécifique qui est lié au financement de la santé et particulièrement à la santé de nos populations, qui est la prise en charge des ASC. Les ASC, ce sont les agents de santé communautaire. Naturellement, j'y étais, donc il y a eu une déclaration. Et lors de cette déclaration, il y a des attentes particulières qui se relèvent des parlementaires que nous sommes. J'aurai l'occasion, au terme de des différentes prises de parole, de rappeler les attentes qui sont les nôtres en tant que députés. On va situer un peu le contexte. Pourquoi? Il y a eu la déclaration d'Abuja en 2001, où tous les gouvernants africains on dit consacrer 15% des dépenses publiques à la santé. On s'est rendu compte, eux-mêmes ils se sont rendus compte qu'il y avait encore quelques flottements. Encore à l'Union africaine cette fois-ci, pour adopter les objectifs du développement durable. C'est toujours pour accélérer le progrès de la couverture sanitaire universelle. Février 2019, ils ont compris qu'il y a des progrès, mais il y a encore quelques repensées et voir comment est-ce qu'on peut appuyer la santé, que les bailleurs ne partent. En Afrique. Il y a eu même une déclaration. Qu'est-ce qu'on a constaté? De nombreux États africains peinent à augmenter les ressources de la santé. Les ressources sont toujours insuffisantes. Donc, du 10 au 13 juillet, face à ce constat, GFAN, que vous voyez au tableau, je ne sais pas si c'est parti maintenant, qui veut dire en anglais Global Fund Advocacy Network. C'est le réseau de plaidoyer du Fonds mondial qui a organisé un atelier à Nairobi afin de solliciter les parlementaires dans le plaidoyer pour la mobilisation des ressources pour le financement de la santé. Il y a eu 10 pays qui sont impliqués, dont la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous sommes à 7% de notre budget de la santé. Alors qu'à côté de nous, la RDC est arrivée à 11%. Quant au Kenya, ils sont à 31%. C'est-à-dire qu'ils ont totalement dépassé les 15% dont ils avaient dit. Et les parlementaires ont fait des recommandations pour dire qu'il fallait mettre l'accent sur la prévention par rapport aux pandémies. Et
il fallait mettre l'accent sur la sensibilisation et l'information des populations à l'hygiène de la santé. Ils ont parlé d'impliquer aussi la pulvérisation intradomiciliaire et puis d'impliquer aussi les autres secteurs par rapport à la multisectorialité. Donc, les domaines clés du groupe de travail des parlementaires, c'était quoi? Ceux qui sont venus à Nairobi. Mobiliser des ressources nationales pour la santé, pour plaider pour le passage de l'engagement à l'action. Oui, on a beaucoup parlé. Maintenant, il est temps maintenant de passer à l'action. Le renforcement du système de santé communautaire, c'était pourquoi? C'était pour plaider pour la reconnaissance et le financement des agents de santé communautaire, afin de garantir leur rôle essentiel dans le système de santé. C'est eux qu'on appelle souvent les ASC. Et je sais que quand on dit ASC, c'est de quoi on parle. Et les gens, mon troisième parlera plus de ça. Ce sont les agents de santé communautaire qui travaillent sur le terrain, qui sont dans les ONG et qui font le travail sous la pluie, le soleil. Ils ont parlé de couverture sanitaire universelle. C'est d'encourager l'intégration de la couverture sanitaire universelle en tant qu'objectif dans les cadres nationaux de politique. Il fallait combler les lacunes financières et la mise en œuvre du plan stratégique de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Et quel était l'objectif de l'engagement des parlementaires? Il fallait créer un espace d'échange et de partage de bonnes pratiques entre les parlementaires de différentes régions. C'était ça. Il fallait que les parlementaires de la Côte d'Ivoire et ceux de RDC et autres trouvent un cadre d'échange pour échanger sur les situations au niveau de la santé dans les pays. Créer des synergies avec la société civile sur la mobilisation des ressources nationales pour la santé en Afrique. Il fallait que ces députés soutiennent la société civile dans le plaidoyer pour la mobilisation des ressources. Il fallait aussi informer les parlementaires des investissements, de l'impact et des succès de la mobilisation des ressources. Quel est l'impact? Qu'est-ce que ça va apporter de plus dans le système de santé? Et maintenant, engager les parlementaires sur la préparation à la pandémie et sur le rôle qu'ils devaient jouer dans les réponses respectives à la pandémie. Parce qu'on sait qu'il y a des pandémies qui surviennent tout d'un coup et on est paniqué. Donc, comment préparer la souvenir de ces pandémies-là? Je vous remercie. Je vais vous présenter mon exposé à partir d'un plan bien précis. Je vais vous définir d'abord le cofinancement, diapo suivante. Ensuite, je vais vous faire un historique du cofinancement sous forme de rappel, avant de vous parler des enjeux et du défi du cofinancement. Et bien sûr, je vais vous donner un exemple précis du cofinancement, c'est-à-dire le cofinancement 2024-2026 pour ce cycle-là, et une conclusion et recommandation. Alors, qu'est-ce que c'est que le cofinancement? On l'appelle aussi contrepartie. Vous allez entendre souvent ce terme, ou la volonté de payer. Ce sont des anciens termes. Aujourd'hui, on ne parle ni de contrepartie, ni de volonté de payer, mais surtout de cofinancement, qui est un apport contributif de l'État de Côte d'Ivoire, conformément aux dispositions du Fonds mondial, à hauteur d'au moins 20% du montant alloué par le Fonds mondial pour la lutte contre les 3 pandémies que sont le VIH, la tuberculose et le paludisme. Et en plus de ces 3 pandémies, il y a également le renforcement du système de santé. En d'autres termes, le Fonds mondial alloue à notre pays une subvention. Et le montant de cette subvention, il y a 20% qui revient de façon additionnelle à la Côte d'Ivoire. Et vous voyez un peu plus bas, la subvention allouée pour le cycle de 2024 jusqu'en 2026 est de 151 milliards 255 890 775 francs CFA. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire devrait participer en termes de cofinancement à 20% de cette somme. Je l'ai également écrit en euros pour ceux qui sont habitués aux euros. Je vous fais un bref rappel du cofinancement pour vous dire que c'est une politique qui a été mise en exécution depuis avril 2016. Ce cofinancement fait partie de la politique en matière de pérennité
de transition et de cofinancement qui a été adopté par le Fonds mondial, donc comme je le disais, en 2016. Dans le cadre de cette politique de pérennité, transition et de cofinancement, la Côte d'Ivoire s'est engagée, c'est-à-dire notre pays s'est engagé, à augmenter ses dépenses globales dans la santé, parce que les engagements sont très importants au Fonds mondial. Donc, notre pays s'est engagé à augmenter ses dépenses globales, à maintenir le niveau des dépenses publiques réalisées pour les 3 maladies dont je viens de parler dans le cycle précédent, c'est-à-dire que les acquis doivent être maintenus, et également accroître les dépenses publiques pour les 3 maladies de 46 millions d'euros. Cette fois-ci, je l'ai mis en euros, mais c'est environ 30 milliards de francs CFA pour le cycle qui se termine en décembre 2023. Et toujours dans les rappels, notre pays a décidé de formaliser ses engagements en faisant un communiqué lors d'un conseil de ministres qui a été co-signé par le ministère de la Santé et de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le ministère de l'économie et des finances et puis le ministère du budget et du portefeuille de l'État. Donc les 3 ministres ont co-signé ces engagements et ont présenté un communiqué lors du conseil des ministres. Au total, le cofinancement que la Côte d'Ivoire s'est donné est allé même au-delà des exigences du Fonds mondial, puisque la Côte d'Ivoire a doublé la mise. Au lieu de 30 millions, la Côte d'Ivoire s'est engagée sur 93,5 millions d'euros, c'est-à-dire 61 milliards d'euros. Et pour vous dire la vérité, la Côte d'Ivoire a exécuté son engagement pleinement jusqu'à ce jour. Et au niveau du Fonds mondial, dans le système du Fonds mondial, lorsque vous respectez vos engagements, vous avez une prime d'incitation au cofinancement, une prime de motivation pour le respect des engagements que vous prenez. Et la Côte d'Ivoire donc a décidé d'octroyer cette prime qui leur a été octroyée à 100% aux maladies, à la lutte contre les 3 pandémies, parce que la Côte d'Ivoire avait le choix entre mettre une partie dans d'autres programmes, surtout dans le système du renforcement du système de santé, et l'autre dans les maladies, mais la Côte d'Ivoire s'est engagée pleinement à dépenser toute cette prime dans les 3 maladies. À côté de ça, nous avons des enjeux. Et je pense que c'est pour ça que nous sommes là, les enjeux et les défis du cofinancement. Donc nous sommes en train de parler de mobilisation de ressources. Et les ressources domestiques sont importantes à mobiliser parce que le Fonds mondial, les bailleurs vont partir un jour ou l'autre. Il faudrait que le pays puisse prendre la relève. Voilà pourquoi nous parlons de pérennité et de transition. Donc le Fonds mondial étant bien sûr à l'orée 2030, comme il se sursure dans le milieu, en voie de quitter la Côte d'Ivoire, il faut que la Côte d'Ivoire puisse s'affranchir. Donc, il est bon que le cofinancement, qui en principe, chaque cycle doit augmenter de 20%, que cette mobilisation soit effective. Et également, elle l'a dit tout à l'heure à Abuja, le pays s'est engagé à 15%, à atteindre 15% du budget national pour la santé. Et jusqu'à présent, c'est vrai, on n'a pas encore atteint les 15%, mais le cofinancement, justement, en réalisant ces engagements de cofinancement et en passant de chaque cycle de 20%, la Côte d'Ivoire pourrait être en passe d'atteindre ces 15%, bien sûr, avec la mobilisation d'autres ressources. Et évidemment, plus la Côte d'Ivoire va travailler à rassembler plus de ressources, plus la Côte d'Ivoire va s'affranchir du Fonds mondial, puisqu'elle aura presque toutes les ressources qu'il faut pour prendre en charge toutes les pandémies qui se présentent à elle, au pays. Donc, je vous ai dit que j'allais vous présenter une mouture de cofinancement. On a fini déjà le cycle jusqu'en 2023.
Un exemple de cofinancement, c'est celui qui vient pour le cycle 2024-2026, pendant 3 ans. Donc, de janvier 2024 à décembre 2026, sur les 3 ans, la Côte d'Ivoire va devoir payer, oui, 30 milliards 251 178 286 francs, en addition à ce que le Fonds mondial nous donne. Le Fonds mondial donne les 151 milliards. La Côte d'Ivoire doit payer cette somme, parce que si la Côte d'Ivoire, qui s'est engagée à payer la somme, ne le fait pas, le Fonds mondial va retirer cette somme dans la subvention qu'ils nous ont allouée. Donc la Côte d'Ivoire est dans l'obligation de le faire. Et si jamais la Côte d'Ivoire le fait, il y a une prime supplémentaire qui arrive, la prime d'incitation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on a tout intérêt à respecter nos engagements. Et ces fonds, cette somme qui a été allouée par la Côte d'Ivoire est repartie, bien sûr, selon ce qu'on appelle les besoins spécifiques de chaque pathologie, parce que les pathologies ont des charges ici. Donc, le nombre de personnes, ce que ça coûte et tout. Donc, cette somme est repartie entre les 3 pathologies et je vous présente le tableau des 3 pathologies. Par exemple, sur les 30 milliards, il y a 4 milliards qui vont au VIH, il y a 6 milliards à la tuberculose et 8 milliards pour le paludisme. Et le renforcement du système de santé, il y a environ 11 milliards, ce qui fait un total de 30 milliards 251 178 286 francs que la Côte d'Ivoire devrait ajouter à la subvention allouée par le Fonds mondial. En conclusion, je peux dire, comme vous le comprenez déjà bien, que plus d'argent pour la santé, ça fait plus de santé pour de l'argent. Une population qui est en bonne santé est indispensable à la transformation socio-économique du pays. Donc ici, nous sommes là justement pour ce plaidoyer et pour demander aux honorables que vous êtes un soutien agissant pour relever les défis. Je vous remercie. Donc déjà, ma présentation va porter sur un plan de 3 points. Déjà, le contexte et les états des lieux. Ensuite, les défis des agents de santé communautaire et ensuite quelques recommandations qui étaient issues des discussions qu'ont eu la société civile par rapport à leur statut. Déjà, pour le contexte, il faut savoir que les communautés ont été identifiées comme piliers pour les réponses contre les pandémies. Parce qu'il va de soi que la personne qui vit son problème est la mieux placée pour chercher des solutions. Donc, ils ont demandé de placer les communautés au cœur des réponses contre les pandémies. C'est des recommandations des conférences de Alma-Ata, de l'initiative de Bamako, de la déclaration de Ouagadougou en 2008. Ensuite, on peut se demander c'est quoi un agent de santé communautaire. Un agent de santé communautaire, c'est un membre d'abord de la communauté qui sera formé pour mettre en œuvre un certain nombre d'activités dans sa communauté. En termes d'activités, de manière simple, il faut comprendre que ce sont des personnes à qui on va donner la compétence pour réaliser des dépistages, le suivi en communauté des patients, pour réaliser un certain nombre d'activités qui vont permettre de pouvoir maintenir souvent les patients dans les soins et de pouvoir faire disparaître les pandémies le plus rapidement possible et réduire au maximum les prévalences. Le système avec les ASC est reconnu en Côte d'Ivoire par la direction de la santé communautaire et dans les plans stratégiques des différents programmes, à savoir le PNLS, le programme également de lutte contre la tuberculose, utilise cette stratégie-là. Et en termes d'apport, de manière factuelle, on peut noter qu'avant les ASC, on avait une prévalence VIH en 2011-2012 de 3,7%. Mais avec cette stratégie-là qui était mise en place, actuellement nous sommes à une prévalence de 1,82%, qui a réduit considérablement en fait la prévalence VIH en Côte d'Ivoire pour le domaine du VIH. Donc le statut des ASC est quelque chose qui a été vraiment discuté longuement par rapport à toutes les problématiques qui sont par exemple le retrait des bailleurs et tout. Il faudrait qu'on puisse pérenniser ce genre d'acquis-là. Donc, à travers le livre blanc, le document qui vous a été partagé, dans son élaboration, nous avons longtemps discuté sur le statut des ASC. Comment on fait pour leur créer une situation pour éviter qu'on perde les acquis qu'on a acquis grâce à cette stratégie-là. Et malheureusement, on a des difficultés dans la mise en œuvre. Des difficultés que ces personnes-là vivent au quotidien. En termes de difficultés, en principe, l'ASC est bénévole.
Mais en tant que bénévole, finalement, on se retrouve à un travail à plein temps parce que la charge de travail est énorme. C'est des personnes qui suivent. C'est un suivi qui doit se faire régulièrement. Je prends l'exemple simple. Pour une personne qui suit des patients VIH, par exemple, déjà, il a obligation d'aller en communauté, proposer le dépistage, faire la sensibilisation, proposer le dépistage, identifier les positifs, faire le suivi des positifs, notifier tout ça dans des outils et ensuite faire un suivi par rapport maintenant à la charge virale pour savoir si la personne est toujours observante, si elle prend correctement ses médicaments. Tout ça se fait et ce n'est pas forcément pour une seule personne parce qu'un ASC a en charge entre 250 et 500 personnes, soit entre 30 et 50 ménages qui doit prendre en charge, qui doit suivre. Donc ça fait que la charge de travail fait que le travail ne peut plus être du bénévolat, ça devient comme du travail à plein temps. Aussi, il y a de grands objectifs à atteindre parce qu'il faut drastiquement faire réduire la prévalence. Donc automatiquement, on leur donne de gros objectifs à atteindre et c'est vraiment pas évident vis-à-vis des moyens qu'on met souvent à leur disposition. Il y a la dangerosité également des lieux d'intervention parce qu'ils vont dans des endroits où on n'arrive pas forcément facilement. Des fumoirs, des ghettos, des bars, des endroits un peu difficiles d'accès pour apporter la santé aux populations qui y vivent également. Et malgré ça, il y a une absence de couverture sociale et médicale. C'est des personnes qui se soignent à leurs frais, à leurs mêmes frais, et il n'y a pas de couverture sociale, il n'y a pas de CNPS qui est cotisé pour eux. Donc ça fait que certaines personnes peuvent être ASC pendant 30 ans, 20 ans, il n'y a aucune reconnaissance. La rémunération est également inadéquate à la charge de travail parce qu'ils touchent une prime entre 20 000 et 30 000 francs pour la TB et le paludisme. Et pour le VIH, c'est un peu élevé, mais c'est toujours insignifiant vis-à-vis même du SMIC parce que c'est 60 000 francs qu'ils touchent. Or, le SMIC en Côte d'Ivoire, 75 000. Mais puisque c'est un statut de bénévole, automatiquement, c'est comme ça que les gens font pour utiliser la procédure pour finalement leur donner ce petit forfait-là. Et ils ont un statut de bénévole à vie. Il n'y a pas de progression professionnelle pour dire non, il était ASC, il va monter quelque chose. Non, il va rester agent de santé pendant 10 ans, 30 ans. Il y a des cas comme ça que nous, on a vu. Donc, en termes de recommandations vis-à-vis de tout ça, la direction de la santé communautaire devrait passer un système de motivation par la prime à une professionnalisation même des ASC, avec paiement d'un salaire fixe. La prime serait discutée. Le terme bénévole devrait être remplacé par celui de professionnel parce qu'on voit que c'est des gens qui ont acquis une certaine expertise même dans leur travail. Ils savent ce qu'ils font. Donc, on devrait remplacer le terme de bénévole par professionnel de la santé et insérer les avantages nécessaires à une reconnaissance. La prime actuelle devrait être transformée en un salaire ajusté au moins au SMIC avec une possibilité d'augmentation selon l'ancienneté, auquel on ajouterait une prime de transport de 25 000 francs, 30 000 francs comme le dit le Code du travail. Augmenter significativement les allocations destinées au financement des travails des pères éducateurs, c'est des ASC, c'est des personnes des communautés, avec des déclarations CNPS, des impôts, la CMU, etc. Et puis soutenir également un alignement des autres partenaires techniques et financiers parce que les partenaires généralement s'alignent à ce que dit l'État de Côte d'Ivoire. Donc si l'État de Côte d'Ivoire dit qu'en Côte d'Ivoire les ASC sont payés comme ça, les partenaires extérieurs vont également s'aligner. Mais puisqu'il n'y a pas de statut clair vis-à-vis de tout ça, donc ils viennent avec leurs dispositions et les ONG sont obligés de s'aligner parce que c'est eux qui financent, c'est eux qui ont l'argent. Donc on peut se demander maintenant pourquoi miser sur les ASC. Il y a plusieurs avantages, mais il y a 4 avantages clés que je vais essayer de lister. Déjà, ça peut permettre une amplification des interventions en matière de prévention sur l'hygiène, le cadre de vie et la santé à travers la sensibilisation. C'est des personnes qui sont dans la communauté. Donc, on peut maximiser sur elles pour passer tous les messages que nous voulons véhiculer, aussi bien au niveau du cadre de vie, de l'environnement, de l'hygiène, pour essayer d'améliorer même les conditions de vie généralement des populations. Ça contribue fortement à la réduction des prévalences. Je l'ai montré tout à l'heure avec la prévalence VIH qui a chuté, des maladies au sein des populations. Il y a également les prévalences de la TB et du paludisme également. C'est une force sur laquelle il faut tabler aussi pour l'amélioration de la santé de façon générale. Et ils peuvent contribuer significativement, si nous disons qu'ils contribuent déjà significativement à la réalisation de l'équation entre population en bonne santé et économie solide. Si on mise vraiment sur cette stratégie-là, c'est une stratégie qui va nous permettre de pouvoir renforcer la santé même des Ivoiriens et pourquoi pas renforcer par ricochet également l'économie ivoirienne. Donc, et il se trouve que ceux qui nous ont toujours soutenus, à savoir le Fonds mondial, vont s'en aller à un certain moment. Et il était important que nous nous rencontrions à Nairobi pour voir comment est-ce qu'il serait possible de mettre en place des mécanismes qui vont nous permettre de pérenniser les acquis
de cette collaboration d'une part, et d'autre part, naturellement, de permettre le financement continuel de la santé. Et l'un des acquis que ce cofinancement, c'est-à-dire cette collaboration entre le Fonds mondial et nos États africains, et particulièrement l'État de Côte d'Ivoire, l'un des acquis que nous avons est parfaitement quantifiable et vérifiable au niveau de l'action des ASC. Parce que les honorables députés peuvent considérer que ce sont des thèmes généraux. C'est une situation générale qui leur est présentée. Mais de cette situation générale, nous souhaitons que les honorables députés comprennent qu'il y a un point spécifique qui est un acquis pour le pays, qui est l'impact des ASC sur la santé au niveau des communautés. Donc voilà pourquoi l'articulation est partie de ce point général qui était l'atelier de Nairobi, et qu'au passage nous avons expliqué les enjeux du cofinancement avant de relever un acquis majeur pour notre pays qui est celui de l'action des ASC. Et si vous le permettez, je vais vous faire l'économie parce que tout à l'heure j'avais dit qu'il était prévu que je lise les attentes du Fonds mondial au niveau des parlementaires. Je vais vous faire l'économie de cette lecture-là parce que je sais que tout ce qui a été dit a permis à chacune et à chacun de comprendre que ce qu'on attend des parlementaires, c'est de soutenir le plaidoyer, la mobilisation des ressources au moment de la mise en place des budgets. Nous sommes en pleine session budgétaire. C'est vrai que la plupart des ministres sont déjà passés, mais c'est un travail continuel. Donc, il est attendu de chacun de nous un engagement pour la santé des Ivoiriens à travers ce plaidoyer-là pour la mobilisation des ressources domestiques. Je vous remercie, Madame. Ce lundi 4 décembre 2023, la plateforme des réseaux effectués de la lutte contre le VIH-Sida a été reçue par l'Assemblée nationale pour procéder à la restitution des engagements pris par la Task Force des parlementaires africains lors de l'atelier de Nairobi tenu du 10 au 13 juillet 2023. À l'issue des 3 présentations qui ont été faites et des débats enrichissants qui ont suivi, il convient de retenir le retrait futur des bailleurs en matière de santé et leur substitution par l'État de Côte d'Ivoire, l'impact des ASC sur la santé des populations dans notre pays, la prise en charge effective des agents de santé communautaires en leur dotant d'un statut pour une meilleure prise en charge de leur travail. L'implication des députés pour défendre et soutenir les initiatives visant la mobilisation des ressources pour l'accroissement du financement de l'État. Fait à Abidjan le 4 décembre 2023 pour la CAS. Je vous remercie. Je suis l'honorable Dapa, membre du Parlement ivoirien qui a été à Nairobi pour assister à l'atelier qui nous a permis de mettre en place la task force des parlementaires africains pour la mobilisation des ressources domestiques dans le financement de la santé et spécifiquement pour les 3 pandémies que sont le VIH, la tuberculose et le paludisme. Aujourd'hui, il était question de faire la restitution des travaux en atelier au niveau de Nairobi à la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale, de manière à ce qu'ils soient édifiés sur les enjeux de cette question, à savoir l'accroissement du financement domestique au niveau de notre pays, la Côte d'Ivoire. Financement domestique naturellement pour les questions de santé. Il y a une problématique qui est le désengagement progressif des bailleurs de fonds. Donc il est important que l'État de Côte d'Ivoire accroisse sa part contributive de manière à ce qu'au départ de ces bailleurs-là, le pays continue d'assurer un système de santé efficace et efficient au bénéfice des populations. Et pour ce faire, il y a un point spécifique que nous avons évoqué, c'est celui des ASC, les agents de santé communautaire, qui jouent un rôle très important au sein de nos différentes communautés dans la lutte contre les différentes pandémies et qui sont une première réponse, un premier rempart et qui au service de la santé des Ivoiriens. Donc il était très important
qu'on évoque cet aspect spécifique de façon à ce que ces ASC aient un statut et qu'à partir de là, ils soient plus motivés parce qu'une population en bonne santé, c'est un bénéfice pour l'économie nationale. Nous avons fortement plaidé et c'est l'occasion pour nous de remercier Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur Adam Ambictogo, Monsieur le Président de la Commission des affaires sociales et culturelles et également la présidente Razéré qui a présidé à la séance et également GIFAN qui est le réseau qui assure le plaidoyer pour le compte du Fonds mondial sur les différentes problématiques que je viens d'évoquer. Donc fortement plaidé et les députés nous ont compris. Certains étaient déjà sensibilisés à ces questions-là et ils se sont engagés à accompagner le GIFAN dans le plaidoyer de façon à ce que les ASC aient un statut en Côte d'Ivoire le plus rapidement possible. Nous l'espérons dès le budget 2024 et d'une façon générale que les fonds alloués à la santé en Côte d'Ivoire soient accrus au bénéfice des populations. C'est Global Fund Network Advocacy. Ça, c'est en anglais. Ça veut dire c'est le réseau mondial de plaidoyer du Fonds mondial. En fait, c'est pour demander aux députés de soutenir la société civile. Parce que je suis de la société civile. Je suis de la société civile dans le plaidoyer pour la mobilisation des ressources domestiques et pour l'augmentation des fonds de contrepartie qu'on appelle cofinancement du Fonds mondial et surtout pour améliorer les conditions de travail des ASC. Je suis Takalea Gisèle, la vice-présidente de la plateforme des réseaux effectiers de lutte contre le sida et les autres pandémies. Donc j'étais là, c'est un groupe de plaidoyer. Donc je suis pas seule, c'est un groupe de plaidoyer. Il y a eu Dr Laurence qui a parlé du cofinancement, il y a eu Tess qui a parlé aussi des ASC. Et tout ça, ça a été soutenu par GIFAN et puis Espace Confiance, l'ONG Espace Confiance. Il faut qu'on le dise. Voilà.